Ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Antigem, je suis coach agile chez Deutsche Bahn. Et j'ai fait le voyage directement de Francfort pour vous rencontrer et vous partager mon expérience sur la transformation de Deutsche Bahn. Donc je suis vraiment très heureux d'être ici à Paris. Donc ça permet de revoir la famille, ça me permet aussi de refaire le plein de produits français et de repartir à Francfort avec la bonne bouillabaisse ou des bons biscuits français. Voilà. Alors, donc ça fait 4 ans que je suis coach agile chez Deutsche Bahn. J'ai participé à la transformation depuis ses débuts, il y a 4 ans. Avant ça, j'ai fait une expérience de gestion de projet dans des grandes boîtes informatiques françaises. J'étais aussi manager. Et en rentrant chez le groupe Deutsche Bahn, j'ai participé à des grands projets agiles. Et c'est là où je me suis décidé à devenir coach et à accompagner les équipes, les organisations dans leur transformation agile. Alors, je suis très heureux d'être ici et je remercie vraiment l'organisation pour cet événement exceptionnel. J'ai l'habitude de faire des conférences en Allemagne sur l'agilité, et celle-ci est vraiment très sympathique. On a vraiment de très bonnes interventions et il n'y a pas d'équivalent en Allemagne. Donc, je suis très heureux d'être ici et je remercie les sponsors d'avoir soutenu cet événement. Alors, qui parmi vous connaît le groupe Deutsche Bahn? À peu près. Donc, c'est l'équivalent de la SNCF en Allemagne. Il comporte plus de 300 000 personnes. Et en une journée, nous faisons déplacer plus de passagers que Lufthansa en une année. Donc c'est environ 13 millions de passagers par jour. Je travaille dans la branche informatique de Deutsche Bahn, donc qui permet de gérer toute l'infrastructure IT du groupe. Et ça représente environ 5000 personnes. Et ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est la transformation de cette société de services interne à Deutsche Bahn qui a vraiment impliqué tout le personnel. Donc il n'y a pas une personne dans notre organisation qui n'a pas été impliquée par la transformation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette illustration. C'est un petit écolier. Donc, quand j'étais enfant, j'aimais bien prendre la partie chocolat et la manger en premier. Donc, j'avais commencé à faire la priorisation. Et j'ai assisté à beaucoup de conférences en Allemagne sur la transformation agile. Et à chaque fois, on nous montre la partie chocolat. Donc, la partie tout va bien, on a vraiment fait du bon travail. On a mis en place des équipes multidisciplinaires. On a incité le management à utiliser les pratiques agiles. On a mis en place des communautés de pratiques agiles. Donc, il y a des sociétés comme Bosch, comme ING ou comme Commerzbank qui sont vraiment très en avance sur l'agilité. Mais aucune entreprise n'a fait une restructure complète de son organisation. Donc nous, on est vraiment parti d'une organisation, on a remis à plat toute la hiérarchie, on a recréé une organisation et on a déplacé tout le personnel dans la nouvelle organisation qu'on appelle le nouveau monde du travail. Donc ça n'a pas été facile tous les jours. En tant que coach, j'ai dû accompagner des gens qui étaient en doute, qui avaient des peurs par rapport à leur emploi. Et j'ai accompagné des équipes qui ont vécu des conflits intenses et j'ai fait face à des larmes au travail. Donc ça a été intense, mais ça a été une transformation nécessaire. Alors pourquoi est-ce qu'on a commencé une transformation aussi intense? Eh bien, la raison, c'est qu'il y avait vraiment un grand décalage entre le monde du travail et le niveau de compétence qu'on avait à l'entreprise. Donc, il y a une anecdote chez nous où on avait le PDG de l'entreprise qui n'avait pas été invité à un voyage dans la Silicon Valley avec d'autres dirigeants du groupe Deutsche Bahn, puisque l'entreprise avait un problème de réputation. Et dans la Silicon Valley, on parlait de la digitalisation, de la transformation. Et c'était vraiment une grosse prise de conscience dans l'entreprise
que notre propre CIO n'ait pas été invité à ce genre de conférence. Donc, il y avait vraiment un besoin de rattraper un niveau de compétence au niveau de l'agilité et au niveau de l'innovation. Donc, on a eu plusieurs changements qui ont eu lieu dans l'entreprise et ces changements n'avaient jamais abouti à un niveau de satisfaction suffisant chez le client. Et donc, depuis 4 ans, on a lancé cette transformation qui est un grand apprentissage pour toute l'organisation des compétences agiles et d'auto-organisation. Alors, ce que l'on fait, c'est une transformation en rupture, c'est-à-dire qu'on a défini un nouveau monde du travail dans lequel on va déplacer tous nos employés. Et ce nouveau monde du travail est vraiment différent de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Donc on a eu notre PDG qui s'est présenté devant tous les managers de l'entreprise et qui leur a dit « Vous n'aurez plus le même rôle dans la nouvelle organisation. Vous allez devoir vous qualifier pour un nouveau rôle de l'organisation et vous allez devoir être certifié pour ce nouveau rôle. Ensuite, vous serez élu par vos pairs et élu par vos employés pour accéder à un nouveau rôle de l'organisation. » Donc cette réunion a été un grand choc culturel pour toute l'entreprise. Et c'est à partir de ce choc que nous avons pu faire donc, de cet apprentissage et amener l'organisation dans le nouveau monde du travail. Alors, ce passage dans le nouveau monde du travail n'est pas forcé, c'est-à-dire qu'on a laissé le temps aux équipes, aux organisations de choisir leur rythme pour passer dans la nouvelle organisation. Alors, à quoi ressemble cette organisation? Donc, un grand besoin qui avait été identifié au moment de la transformation, c'était de laisser plus d'autonomie aux équipes. Donc un gros problème pour la capacité de changement et d'innovation d'entreprise, c'était la prise de décision. Donc on n'avait pas une prise de décision assez rapide chez Deutsche Bahn pour s'adapter aux nouvelles technologies, pour s'adapter aux nouveaux concurrents. Donc on voulait laisser plus d'autonomie aux équipes pour qu'elles puissent répondre au plus près aux besoins du client. Donc toute l'organisation est passée dans un mode équipe, mais vraiment toute l'organisation, c'est-à-dire les ressources humaines, la comptabilité, le marketing, les commerciaux, tout le monde est passé dans des équipes entre 5 et 9 personnes. Et on a laissé beaucoup d'autonomie à ces équipes pour pouvoir décider d'elles-mêmes leur recrutement. Donc ça veut dire que chaque équipe décide des compétences dont elle a besoin pour travailler de manière efficace, et c'est elle qui choisit les candidats. Et cette équipe, elle décide du comment, c'est-à-dire elle a un objectif qui est donné par le Product Owner, vous reconnaissez les rôles de Scrum, et cette équipe, donc elle va décider de tirer les tâches qui sont données par le Product Owner, et elle est accompagnée par un Agility Master, qui est l'équivalent du Scrum Master, à la différence que l'Agility Master a la responsabilité du personnel. Donc ça veut dire qu'il va s'occuper du développement aussi du personnel, il va vérifier que les entretiens annuels sont réalisés, et il va gérer toute l'équipe pour qu'elle puisse atteindre la performance maximale. Donc il s'occupe de l'optimisation de l'équipe. Donc le Product Owner, il est choisi par ses pairs. Donc on a un niveau d'agrégation supérieur que je vais présenter ensuite. Donc le Product Owner est choisi par d'autres Product Owners et d'autres Agility Masters au niveau d'agrégation supérieure. Et l'Agility Master, lui, il est élu par son équipe. Donc chaque Agility Master va se présenter devant l'équipe
Et l'équipe va choisir la personne qui correspond le mieux à sa culture et qui pense qu'il va l'amener à un niveau supérieur au niveau de la performance. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, d'unique dans le monde du travail en Allemagne. Alors chaque équipe a aussi un business case. Alors par exemple, moi j'étais dans une équipe aussi agile qui a été transformée. Nous étions une équipe de coachs et nous avions un business case dans lequel nous devions donc faire une offre de consulting que nous proposions à l'intérieur du groupe. Nous avions fait un business case, nous avons présenté ce business case au controlling, et ce controlling a validé celui-ci, et on a pu comme ça proposer notre offre à l'intérieur du groupe. Alors il y a un grand débat chez nous par rapport à la séparation des rôles. Je ne sais pas si vous êtes aussi coach agile ou Scrum Master, vous avez eu l'occasion d'avoir de ce genre de problématiques au niveau d'un Scrum Master, par exemple, qui participe à la réalisation, au développement du code, ou bien la même chose pour le Product Owner. Donc on voulait une stricte séparation des rôles. J'avais un doute par rapport à ça, parce que je pensais que c'était important d'avoir une flexibilité au niveau de l'équipe, qu'elle décide elle-même d'ajuster ses rôles. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'expérience que cette séparation des rôles ajoutait de la simplicité et réduisait la complexité dans l'équipe. Donc, vous imaginez une équipe de foot, par exemple, et si l'arbitre n'a rien à faire, il ne va pas prendre le ballon et faire quelques dribbles, ou bien si vous avez l'entraîneur qui aussi prend la balle et qui participe au jeu. Donc sur le moment, ça peut aider l'équipe peut-être, mais sur le long terme, ça rajoute de la complexité et on se sent vraiment rassuré quand les rôles sont bien clairement définis et il n'y a pas de changement à chaque fois sur les tâches assignées au rôle. Oui, ça peut avoir une vertu, oui. Ça peut avoir une vertu. Ce qu'on dit aux équipes, c'est de faire une analyse des risques. Qu'est-ce que je prends comme risque si mon product owner participe à la réalisation des tâches ou la même chose pour le Scrum Master. Donc effectivement, c'est possible. Mais ce qu'on demande, c'est vraiment de penser aux conséquences que ça a pour le long terme. Et ce qu'on recommande, par exemple, on a des Scrum Masters ou des Agile Masters qui aiment bien développer. Donc ce qu'on leur recommande, c'est de développer dans une autre équipe. Donc en général, pour un Agile Master, on a 3 équipes. Donc un Agile Master peut se partager entre plusieurs équipes. Et il va pouvoir faire d'autres rôles, tenir un autre rôle dans une autre équipe. Donc ce qui va permettre de s'épanouir et de faire ce dont il a envie. Oui. Oui. Alors, c'est vrai, au niveau de la culture, ça aide beaucoup de réaliser pour comprendre les besoins de l'équipe. Ça, c'est important au niveau de la culture, mais par contre, quand l'équipe doit prendre des grandes décisions par rapport aux technologies, et que le Scrum Master est là pour gérer, pour faciliter une décision, c'est mieux s'il est en retrait par rapport à cette décision. Donc voilà. Voilà. Alors il y a une grande question chez nous, c'était à quel niveau d'autonomie laisser aux équipes. Parce que chaque équipe ne peut pas décider de vendre des fraises sur le marché si elle a envie. Il y a quand même des règles. Donc il y a plusieurs niveaux d'autonomie qu'on peut laisser à une équipe. Donc c'est ce qui est décrit dans la matrice de Ackman.
Donc le premier niveau, c'est quand l'équipe est dirigée. Donc, le management s'occupe de la partie en blanc, c'est-à-dire de contrôler, de déterminer le contexte et donner les objectifs. Et le dernier niveau, donc c'est quand l'équipe est auto-gouvernée, elle se donne elle-même ses objectifs et le management n'a plus rien à faire. Donc c'est ce dont on a entendu parler dans le keynote de démarrage, c'est-à-dire que le PDG devient inutile. Donc nous, actuellement, on est dans un mode d'équipe auto-élaborée, c'est-à-dire qu'elles décident elles-mêmes de leur constitution, de leur structure, des employés qu'elles veulent embaucher. Et elles ont des objectifs au niveau d'agrégation supérieure et elles peuvent se définir des objectifs pour elles-mêmes qui sont compatibles avec ces objectifs de l'organisation. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour piloter une organisation qui comprend 600 équipes auto-organisées qui se définissent elles-mêmes leurs objectifs? Donc c'était important pour l'entreprise d'avoir un mode de fonctionnement participatif. Donc les décisions concernant la stratégie ou la culture sont prises dans des cercles qui se retrouvent au centre de l'organisation et auxquels participent les équipes. Donc les équipes sont regroupées au niveau d'unités qui comportent entre 5 et 7 équipes. Et en général, on va trouver dans l'équipe de pilotage de l'unité les Scrum Masters, les Agility Masters et les Product Owners, les différentes équipes. On a aussi d'autres personnes qui peuvent être invitées si elles sont importantes pour la stratégie de l'unité. Donc c'est ouvert. C'est un mode de pilotage ouvert. Donc ça, c'est le premier niveau d'agrégation. On a un niveau d'agrégation qui est supérieur, qui s'appelle le cluster, et qui recoupe les unités. Donc en tout, pour une entreprise de 5000 personnes, on a 3 niveaux d'agrégation. Pour le pilotage de l'entreprise, c'est-à-dire définir la stratégie à long terme de l'entreprise, on a des cercles, comme par exemple le cercle de développement de la culture, auxquels vont participer des représentants qui sont volontaires dans les clusters. Donc on a environ 6 cercles pour le pilotage de l'entreprise. Alors ce genre d'organisation s'appelle une organisation en pêche, puisqu'on a un noyau de pilotage et autour, on a les clients. Donc chaque équipe est libre de fournir du service à ses clients et de prendre les bonnes décisions pour s'adapter au mieux aux besoins du client. Et ça demande un grand niveau de coordination au niveau de l'unité pour que les équipes ne proposent pas les mêmes services qu'une autre. Donc parfois, c'est vrai, on a eu au départ des concurrences entre les équipes, mais c'est le rôle du product owner au niveau de l'unité d'éviter le recoupement de services, de portfolio. Alors comment est-ce qu'on a pu passer donc de l'organisation pyramidale à cette organisation en réseau? Donc on l'a fait avec un gros investissement sur la qualification, sur la formation. Donc par exemple, mon équipe, qui était une équipe de coach, elle a dû passer plusieurs étapes pour être validée dans le nouveau monde du travail. Donc il y a une première étape qu'on appelle Definition of Start. On va vérifier que l'équipe a la bonne structure, elle a un business case, elle a un bon nombre de personnes pour commencer la transformation. Ensuite, on a une deuxième étape qui s'appelle la Definition of Ready. On va vérifier que l'équipe a compris les objectifs de la transformation, de ce que devait apprendre lors de la transformation. Et on a une dernière étape qui est la Definition of Done, qui là vérifie que l'équipe est capable de travailler de manière auto-organisée.
c'est-à-dire qu'elle est capable de gérer elle-même ses propres conflits, qu'elle est capable de faire ses choix de personnel, qu'elle est capable de se donner du feedback. Parce que le feedback du manager, il est remplacé par du feedback entre les membres de l'équipe. Donc on n'a plus de... Les entretiens annuels sont remplacés par des workshops de feedback où on va demander aux collègues de s'auto-évaluer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre expérience du bac, du mode de l'épreuve. Je sais pas, qui a une bonne expérience du bac, en fait? Non, pas vraiment. Est-ce que vous êtes prêt à remplacer le bac par un contrôle continu? Qui est prêt à remplacer le bac par un contrôle continu? Ok, quand même. Ok. Alors moi, je trouve que j'ai quand même un bon souvenir du bac. Je me souviens que c'était une épreuve. C'était une épreuve. Hein, il y a eu du bachotage, j'ai dû réviser. Mais sans le bac, j'aurais pas fait autant d'efforts dans l'apprentissage. Et à la fin, il y a une sorte de fierté d'avoir passé cette épreuve. Et je pense qu'on se souvient toute sa vie de cette épreuve. Et au départ, en tant que coach, j'étais vraiment très sceptique par rapport à ce genre de jugement de personnes tiers. Mais actuellement, donc les équipes et les organisations, elles sont évaluées par un comité. Et c'est ce comité qui décide si les équipes ou l'organisation sont aptes pour passer à l'étape suivante. Et c'était donc pour moi une sorte de jugement. Mais on s'est rendu compte que c'était vraiment un aspect très positif pour le développement des équipes de passer par cet examen. Parce que ça a renforcé l'esprit de groupe. C'était comme une activité de team building pour l'équipe, de préparer une présentation, de réfléchir à sa vision, de réfléchir à sa stratégie, de réfléchir à son business case et de présenter tout ça devant un comité. Donc on a eu des équipes renforcées par ces étapes de la transformation. Et la dernière étape de la transformation, qui est la definition of done, elle se passe devant un comité qui est composé de membres de la direction. Et ça aussi, c'était vraiment une très belle expérience de voir que la direction s'intéressait de près à ce que faisaient les équipes. Et au lieu d'un jugement, il s'est avéré que cet examen s'est transformé en dialogue, c'est-à-dire qu'on a eu des questions-réponses entre l'équipe et la direction par rapport à leur structure, par rapport à leur business case. Et ça a été, je pense, pour tout le monde, une bonne expérience. Alors, quels sont les différents challenges que nous avons rencontrés dans ces 4 années? Donc, le premier challenge, c'est par rapport au produit. Alors, vous avez un product owner qui est responsable de son produit, mais toutes les équipes n'avaient pas la facilité pour trouver un bon produit. Donc, par exemple, toutes les équipes qui font du consulting, où elles envoient leurs collaborateurs chez le client, avaient des difficultés à définir leurs produits. Et effectivement, ce n'est pas un produit pour lequel l'équipe travaille tous les jours ensemble. Donc ça, c'était une difficulté. Mais finalement, donc on a réussi à accompagner les équipes dans la définition de produits, dans la définition d'un produit de consulting qu'elles pouvaient faire évoluer par rapport à des offres de services aux clients. Et même les équipes qui font du consulting ont réussi à apprendre des autres collaborateurs. Donc ça, c'est un premier retour d'expérience par rapport au produit. Ensuite, ce qu'on observe depuis récemment, c'est peut-être lié au travail à distance, c'est qu'on revient aux vieilles habitudes. Donc on a des managers qui sont certifiés, qui ont été élus par leurs équipes, mais qui reviennent à leurs vieilles habitudes
de commander, enfin de donner des objectifs très directifs. Et donc c'est un peu un retour arrière par rapport à l'auto-organisation des équipes. Et ça, c'est dû en général en situation de stress. Quand les objectifs seraient très durs à atteindre, quand les résultats ne sont pas bons, eh bien, c'est comme quelqu'un qui, à côté de quelqu'un qui conduit, il va prendre tout de suite le volant et reprendre les commandes. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a aussi, ça dépend de la personnalité des managers. Il y a certains managers qui ont un besoin de contrôle, qui ont un besoin de pouvoir influer sur l'organisation. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui disparaît. Donc on a beau remettre en place les structures, on a beau mettre en place une structure qui permet l'auto-organisation, ça ne permet pas de changer les besoins des gens. Et donc, Pardon Oui, alors la question c'était pourquoi est-ce que les managers restent dans l'organisation? Alors ça a été proposé par le PDG. Le PDG leur dit clairement au départ de la transformation, si vous n'êtes pas d'accord avec ce nouveau monde du travail, vous pouvez partir. Il y a d'autres postes qui sont disponibles à l'intérieur du groupe. Parce qu'on est un groupe de 300 000 personnes, il y a encore des entités qui fonctionnent de manière hiérarchique. Donc ça, c'était possible. Il y a des gens qui sont partis. Et c'est vrai que j'ai accompagné beaucoup de conflits dans les équipes et les organisations. Donc des gens qui n'arrivaient plus à travailler ensemble. Parce que la transformation, elle a révélé beaucoup de différences entre les personnes. Par exemple, on avait des équipes dans lesquelles il y avait beaucoup de non-dits par rapport, il y a des frustrations par rapport à leur manager. Et ces frustrations, elles sont restées latentes jusqu'au moment où on a changé la structure. Donc, tout d'un coup, ces frustrations sont remontées, ont généré des conflits. Et donc, en tant que coach, j'ai essayé de gérer pas mal de conflits similaires. Et il s'est avéré que souvent, la meilleure solution, c'était que le manager aille dans une autre équipe, une autre organisation, où la culture est peut-être plus compatible avec la sienne. Donc c'est vrai que même si on a une culture qui est assez uniforme, on a des entités qui sont plus orientées vers la production ou des entités qui sont plus orientées vers tout ce qui est workspace. Donc là, il y a moins besoin d'innovation et ces managers vont être plutôt adaptés à ce genre de contexte. Voilà, donc effectivement, parfois la meilleure solution, c'est d'aller prendre un autre poste. Voilà, il y a un très gros challenge, peut-être le plus grand challenge auquel on fait face actuellement, c'est le fait que notre transformation est limitée à la partie société de services de Deutsche Bahn. Donc on travaille de manière étroite avec les clients du groupe, donc la partie mobilité, la partie transport, la partie logistique. Et ces clients ont aussi une infrastructure informatique. Et on n'a pas pu pousser la transformation jusque chez le client. Donc on est resté limité à notre entreprise. Et ce qui fait qu'on a parfois des chocs culturels lorsque par exemple, le client essaie d'influencer sur la composition d'une équipe parce qu'il en a l'habitude et parce qu'il paye et donc il voudrait avoir ce pourquoi il paye. Donc ça, c'est un problème culturel, mais ça commence à évoluer aussi dans le groupe. Beaucoup d'entités du groupe commencent à prendre comme exemple la partie informatique et commencent aussi à donner plus d'autonomie à leurs équipes. Voilà. Donc grâce à ce changement de structure, on a permis de faire évoluer la structure, mais on se rend compte aussi que certaines équipes qui
qui ont commencé, qui ont passé toutes les étapes de la transformation, donc la definition of done, commencent à stagner. Donc, ces équipes qui ont été transformées depuis 2 ans, en apprennent beaucoup moins qu'avant. Et donc, on avait besoin de rajouter la transparence à la transformation pour savoir où en sont les équipes et est-ce qu'elles ont gardé leur niveau de compétence par rapport à ce qu'elles ont appris dans la transformation. Donc, je me suis posé la question en tant que coach, comment mesurer la maturité d'une équipe ou d'une organisation? Donc, il y a un scientifique, un sociologue américain qui s'appelle George Kaspar Homans, qui a défini un modèle de maturité pour les équipes et les organisations, et qui a dit que chaque groupe de travail fonctionne dans un contexte. Donc ce contexte, c'est par exemple un contexte socio-économique, c'est aussi un contexte technologique. Et dans ce contexte, l'équipe ou une organisation va définir un certain nombre de pratiques et de normes pour pouvoir travailler de manière productive. Donc c'est par exemple comme comportement, le fait de réaliser ce qu'on a promis, par exemple, c'est un comportement qui permet d'avoir la prédictibilité par rapport aux clients. Où on a aussi des états, comme par exemple des objectifs qui sont clairs pour l'équipe. Donc pour chaque équipe ou pour chaque organisation, on va pouvoir réfléchir avec l'équipe de quelles normes et de quels comportements elle a besoin pour devenir une équipe exceptionnelle. Et ces différentes normes et comportements, elles vont évoluer avec l'apprentissage de l'équipe. Donc si on veut mesurer la maturité d'une équipe, c'est assez simple. Il suffit de regarder quels sont les comportements qui sont nécessaires, quels sont les critères qui sont importants pour la performance de l'équipe, et de regarder quel niveau d'application ils ont dans l'équipe. Donc la maturité d'une équipe est atteinte quand tous les comportements dont elle a besoin sont réalisés. Donc j'ai défini avec un ami un modèle de maturité que j'ai développé en dehors du travail. Et cet outil s'appelle TeamMeter et il est utilisé en phase de pilote dans notre entreprise. Il est basé sur un modèle de maturité en 4 dimensions. Donc avec la partie collaboration en bleu, la partie création de valeur en rouge, la partie auto-organisation en jaune, qui est une partie importante de la culture de Deutsche Bahn, et la partie verte, qui est la partie apprentissage, parce que l'organisation est capable d'apprendre de manière continue et d'apprendre de ses erreurs. Donc on peut faire avec l'outil un diagnostic de chaque équipe ou de chaque organisation selon ces 4 dimensions. Donc pour une organisation, on va s'intéresser à la maturité des équipes, d'équipes, c'est-à-dire qu'une unité est composée de différentes équipes. On va s'intéresser à la confiance qu'une équipe a une confiance d'une équipe envers les autres équipes. Donc cet outil, on peut l'utiliser à différents niveaux. Alors comment ça marche? Comment c'est opérationnalisé? Donc on demande aux équipes de faire, par exemple, tous les mois des rétrospectives dans lesquelles on va demander à ces équipes de s'auto-évaluer selon différents points, selon différents critères dans ce modèle de maturité. Donc par exemple, on va avoir un critère sur le fait qu'on aide un collègue en cas de besoin, donc ce qui est un indicateur de la confiance. Donc chaque équipe va pouvoir évaluer ce critère et réfléchir en rétrospective
quelle est la cause de ces résultats? Donc pourquoi on a un manque de confiance? Pourquoi on a un manque, pourquoi on a une insatisfaction au travail? Et réfléchir à des solutions. Donc, par rapport à des outils qui font des enquêtes régulières et où on ne sait pas trop comment les résultats sont exploités, dans ce cas-là, c'est l'équipe qui décide elle-même quels sont les critères prioritaires pour son développement et ce qu'elle veut améliorer. Donc là, l'équipe va prioriser les critères et définir des actions à mettre en œuvre pour s'améliorer. Donc, en utilisant cet outil, on va pouvoir évaluer de manière régulière le niveau de maturité et on va voir donc l'évolution des compétences par rapport au temps. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier graphique avec l'évolution du niveau de compétence par rapport au niveau de complexité. Donc là, on va aussi pouvoir visualiser ce que l'équipe a appris. Donc, est-ce que l'équipe est capable d'apprendre de manière régulière de ses erreurs? Est-ce que l'équipe est capable de créer plus de valeur en étant plus proche de ses clients? Et ce sont des métriques soft qui sont très facilement exploitables par les équipes parce qu'on peut très bien cibler un comportement ou une norme à améliorer. Chez Deutsche Bahn, par exemple, quand on rentre dans les bureaux, on a un indicateur qui est sur la ponctualité des trains. Donc c'est très intéressant. Mais je ne vois pas l'impact de mon travail par rapport à cet indicateur. Tandis que là, c'est possible pour une équipe de voir directement ce qu'elle peut améliorer. Et ce qu'on veut aussi intégrer dans l'outil, c'est la partie feedback du client, qui est bien sûr un indicateur extrêmement important pour la productivité d'une équipe. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu de ces 4 années de transformation? Donc, ce que je veux vous partager, c'est ce qui est vraiment très important de ne pas partir de la solution. Alors, au début de la transformation, j'ai accompagné beaucoup d'organisations auxquelles on a dit oui, tu peux appliquer le Spotify modèle, c'est vraiment chouette, qui ont engagé des consultants externes pour appliquer ce modèle, qui ont appliqué du Kanban ou qui ont appliqué du Scrum, mais qui au bout d'un an ont arrêté d'appliquer ces méthodes parce que ça ne répondait pas vraiment à un besoin de l'organisation. Donc intéressez-vous aux besoins réels de votre organisation. Quelles sont les douleurs qui sont perçues par vos clients? Quelles sont les douleurs qui sont perçues par vos employés? Ensuite, une fois que vous avez identifié les problèmes, donc rendez visibles ces problèmes. Donc j'ai accompagné plus de 30 équipes dans leur transformation. Et la meilleure méthode pour les motiver de se développer, c'était de rendre visible leur potentiel d'amélioration. Donc ça ne suffisait pas de leur donner la vision de la transformation à long terme, mais on pouvait leur montrer directement, oui, vous pouvez apprendre à mieux collaborer, vous pouvez apprendre à livrer plus fréquemment, vous pouvez apprendre à travailler de manière plus étroite et en gérant vos différences. Donc ça, c'était très parlant pour les équipes et c'est ce qui leur a permis aussi d'évoluer plus rapidement. Voilà, une fois que vous avez défini vos métriques d'évolution, eh bien, définissez des hypothèses de progrès mesurables, c'est-à-dire quand vous faites une transformation, définissez quelles métriques vous voulez améliorer. Est-ce que c'est le nombre d'innovations par an que vous voulez améliorer? Est-ce que c'est la satisfaction du client? Est-ce que c'est la satisfaction des employés? Et comme ça, vous allez pouvoir mesurer vos progrès et vérifier que ce que vous avez mis en place, ça correspond, a permis de répondre aux besoins. Et vous pouvez ainsi progresser de manière continue et apprendre de vos erreurs. Voilà, et la dernière chose que j'ai à dire, donc oser la transformation, oser la radicalité, le fait de remettre en cause le monde du travail, puisque
Dans le monde de l'entreprise, on a des grands bouleversements qui nous attendent. On a un niveau de complexité qui augmente de manière exponentielle et donc il faut répondre à ce changement aussi par une transformation radicale de l'organisation. Donc je vous remercie, soyez courageux et bonne chance. Je vais vous proposer de prendre, on va alterner une question en ligne, une question dans la salle. Alors j'en prends une en ligne, c'est vous avez parlé de tout ce qui était certification. Est-ce qu'il y a différents niveaux et qu'est-ce qui se passe si finalement, je sais pas, des managers échouent à cette certification? Oui, alors ça arrivé et c'est arrivé plusieurs fois. Et ça a été une expérience très radicale puisqu'on a demandé aux managers d'arrêter de changer de poste. Dans le cas où un manager n'est pas certifié, on leur a demandé de laisser de côté son poste pendant 3 mois pour lui permettre d'apprendre, pour lui permettre de prendre du recul et le fait d'apprendre ce qui était attendu dans son nouveau rôle. Donc effectivement, parfois c'était un peu c'était un choc pour certains managers, mais c'était nécessaire puisque malheureusement, sans ça, les équipes n'auraient pas pu déployer leurs compétences par rapport à l'auto-organisation. Donc si on avait toujours, s'il y avait toujours un conflit entre le manager et les équipes n'auraient pas pu progresser. Oui. Comment vous gérez les augmentations, les promotions, les bonus? Oui. Alors, chez Deutsche Bahn, on a un contexte qui est très régulé. Donc, il y a des augmentations qui sont gérées au niveau du groupe. Et il y a assez peu de flexibilité par rapport aux augmentations. Donc, il y a une grille de salaire, etc. Mais par contre, ce que l'on veut, ce soit l'équipe qui fasse une proposition par rapport à un passage à un niveau supérieur de salaire. Donc, c'est l'équipe qui propose. Ensuite, le Legitime Master est chargé de proposer cette augmentation de salaire au niveau de direction supérieure. Et donc, c'est validé par Legitime Master de l'unité. Mais on veut que ce soit vraiment l'équipe qui propose. Alors j'en prends une en ligne. Il y avait une question sur tout l'aspect plutôt, quels ont été les premiers succès fédérateurs qui ont permis justement d'avoir, et puis les différents résultats que vous avez eus via cette transformation? Alors le premier résultat, c'était la migration du cloud. C'était en fait le premier département qui a été transformé, c'était celui qui était chargé de la migration des applications vers le cloud. Et ça a été le premier succès. Donc c'est la transformation, la migration des applications vers le cloud chez Deutsche Bahn, ça a été un succès qui a été reconnu dans le groupe. Et donc c'est ce qui a permis de capitaliser et de lancer la transformation pour les autres départements. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu un big bang pour toute l'organisation, mais on a eu déjà des premiers succès qui nous ont permis d'apprendre et d'utiliser ces connaissances pour les autres équipes. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je travaille également pour une entreprise allemande, donc je mesure en fait ce que vous avez réussi à faire. Très très bien. Ma question, en fait, vous avez parlé de beaucoup de choses autour des conflits, de la gestion des conflits, de la communication. Oui. Et du coup, je me posais la question de savoir si, outre les coachs agiles, vous aviez également des coachs professionnels pour vous accompagner en fait dans ces changements, dans ces postures, que ce soit pour les managers et les collaborateurs. Oui, donc au départ, on a eu moitié-moitié. On a eu moitié coach interne et moitié coach externe. Effectivement, on avait besoin de monter en compétences très rapidement. Donc ces coachs professionnels nous ont accompagnés les 3 premières années. Mais il était important aussi de pérenniser ces rôles dans l'organisation, puisque les conflits peuvent apparaître à tout moment. Chaque fois qu'une équipe est organisée, donc ça peut générer des conflits. Merci. Oui, merci pour cette super partage. Moi, j'ai une question par rapport à la violence que peut engendrer parfois les changements comme ça. Et j'imaginais la situation d'un manager qui n'est ni désigné PO, ni désigné agile, je ne sais plus comment vous l'avez défini, mais voilà, qui se retrouve sans plus aucune responsabilité parce que reconnu par personne. Oui.
J'imagine que ça a dû arriver. C'est Et arrivé. comment vous avez géré ça? Parce que humainement, c'est très difficile. Merci. Alors c'est vrai que nous, on a une chance chez Deutsche Bahn, c'est que on a quand même des ressources humaines qui sont... on a une culture qui est très orientée famille, en fait. Donc on laisse tomber personne. Donc même un manager qui n'arrivait pas à atteindre la certification pour Product Owner ou Agility Master, il a trouvé un rôle d'organisation. Donc ça peut être le cas. Donc je connais des managers qui sont repartis dans le développement et peut-être qu'ils sont plus heureux comme ça, en fait. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question. Quand il y a des changements dans l'équipe, des départs, des arrivées, est-ce qu'il devait repasser par tout le processus? Alors, la règle qu'on a définie, je crois que c'est 50%. 50% d'équipe, il faut repasser par la transformation. Donc, voilà. Et ça arrive, oui. Ça marche. Et j'avais une autre question, c'est sur tout ce qui est accompagnement pour le plan de carrière, les formations. Comment ça se passait? Eh bien maintenant, ça se passe en équipe. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que l'équipe gère elle-même ses compétences. Et donc, elle va identifier les lacunes en compétences. Par exemple, on va se rendre compte qu'on manque de compétences pour le cloud. Et l'équipe va décider elle-même de prendre de son budget pour investir en formation sur le cloud. Donc, c'est géré au niveau de l'équipe et c'est facilité par l'Agility Master. Oui, bonjour. J'avais une question sur la partie élection. J'entendais élection des PO par ses pairs. Oui. Il y a un principe de mandat, c'est-à-dire que on n'est pas PO ad vitam aeternam, ou comment ça se passe justement par rapport à la durée de vie, et en particulier quand il y a des changements d'équipe? Alors, par rapport à la durée de vie d'une équipe, on essaye de maintenir ces équipes le plus longtemps possible parce qu'on a investi beaucoup d'énergie dans la collaboration, on a investi beaucoup d'énergie dans la gestion des conflits entre les personnes. Donc on essaie de garantir la pérennité de l'équipe. Et par rapport au product owner, donc effectivement, il y a aussi une règle qui dit que le product owner peut être... l'équipe peut décider de changer de product owner. Donc ça peut arriver. C'est déjà aussi arrivé à ma connaissance. Mais ça répond à un besoin de l'équipe. Voilà. Et donc ça permet aussi à la fois à l'équipe de progresser et au product owner aussi de peut-être trouver un contexte où il pourra mieux s'épanouir. Oui, merci pour la présentation. J'avais une question sur l'évaluation de la maturité. Oui. Sur l'auto-estimation qui permet de voir et de valider que l'équipe est toujours en apprentissage. Oui. Je me suis rendu compte par expérience, et il n'y a pas que moi, hein, entre autres, que plus on en sait sur un sujet, mieux on est capable de s'évaluer. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être on n'en sait pas beaucoup et on croit qu'on est top, et puis plus on en sait, on se rend compte qu'au final, c'est pas si top, et on a tendance à régresser un petit peu. Qu'est-ce qui se passait dans ces cas-là? Est-ce que vraiment ces indicateurs étaient seulement exploités par les équipes? Ça n'a pas été forcément clair. Vous disiez, on vérifie que les équipes continuent d'apprendre. Est-ce que vous voyez parfois ce déclin qui arrive? Et ça ne veut pas forcément dire que l'équipe est moins mature, mais peut-être qu'elle l'est plus et qu'elle est plus consciente de son réel niveau. Oui, effectivement, c'est l'effet de Dunning-Kruger. C'est le fait de ne pas pouvoir estimer ses compétences quand le niveau de compétence est faible. Bon, là, ce n'est pas le cas de cette courbe, mais on a d'autres courbes où on le voit dans les premiers mois. Que le niveau de compétence diminue au départ. C'est simplement le fait qu'on prend plus conscience des lacunes au départ. Et donc on a un niveau qui est de 0 à 100. Donc au fur et à mesure de l'évolution de l'équipe, on va avoir de plus en plus de critères. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir un niveau qui stagne, mais par contre, ce n'est pas la preuve que l'équipe a cessé d'apprendre. C'est simplement qu'elle continue à trouver de nouveaux points d'amélioration. Il n'y a pas de déclenchement automatique. D'accord. On va prendre les 3 dernières questions et après vous partez en pause. Et Christophe, tu restes si jamais il y a d'autres questions. Oui. Voilà. La présentation a débuté en disant que c'était une transformation qui était intense mais nécessaire. Oui. Comment vous avez déterminé justement qu'elle était nécessaire? Donc c'était le problème de réputation au départ. Donc
L'entreprise avait une mauvaise réputation dans le groupe. Elle n'était pas perçue comme un partenaire innovant pour la digitalisation. Et l'entreprise était en péril. Donc il y a eu des rumeurs de revente, il y a eu des ce genre de rumeurs, et donc il fallait réagir. Donc c'était le choix, la direction. Donc il faut avoir aussi une direction qui soutient ce genre de transformation. Donc le PDG s'est mis à 100% dans la transformation et a mis ça comme priorité pour l'organisation. Bonjour, vous avez dissocié le rôle de coach agile et agility master. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fusionné les deux au sein des équipes? Alors c'est pour des raisons de gestion de personnel, puisque on demande aussi au agility master d'avoir la responsabilité du personnel. Donc pour ça, il faut avoir un lien privilégié entre le collaborateur et l'agility master. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'interchanger. Et ce qu'on observe, c'est que le nombre de coachs diminue, et c'est normal puisqu'on a aussi beaucoup d'agility masters. Et ce qu'on invite à faire pour les agility masters, c'est de changer d'équipe, changer d'organisation pour pouvoir aussi apporter de nouvelles choses en dehors de son périmètre. Les derniers mots que vous avez dit, c'est allez-y, la transformation radicale, il faut le faire, etc. Oui. Alors quand on est le PDG, évidemment, on dit voilà, on y va. Mais quand on est au niveau de l'opérationnel, comment on fait pour faire basculer une grosse entreprise dans cette transformation? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de réticences au niveau opérationnel. Pourquoi est-ce que je devrais changer mon mode de travail? Je suis proche de la retraite, il me reste plus que 5 ans à tirer. Pourquoi est-ce que je devrais changer? Donc effectivement, c'est un challenge. Pour répondre à ce challenge, il faut accompagner. Donc c'était mon rôle de coach, d'aller dans les équipes et de leur montrer ce qui allait changer lorsqu'elles apprenaient de l'agilité et l'auto-organisation. Merci Christophe. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as la dernière slide? Oui, pardon. Pour le rôti. Voilà. Donc n'hésitez pas, et puis merci Christophe. Merci à vous.